en direct et en duplex de Jérusalem avec Yigal Palmor, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Et ma première question est pour vous, Yigal Palmor. Comment vivez-vous en Israël ce que nous avons appelé le printemps arabe? Écoutez, tout cela se passe sur nos frontières et pas très loin. Cela concerne nos voisins immédiats. Cela nous concerne directement et en même temps, nous ne pouvons pas y prendre part. Donc c'est aussi un peu frustrant, c'est très excitant, c'est un peu effrayant. C'est vraiment quelque chose qui nous prend et qui nous concerne et dans lequel nous voudrions prendre part peut-être, mais évidemment, nous faisons tout notre possible pour ne pas apparaître comme étant des ingérants. Nous ne voulons pas nous ingérer et nous nous demandons à quoi tout cela peut bien mener nos voisins. Parce que finalement, on est évidemment très inquiet pour eux, on est inquiet pour notre relation. Et ce qui se passe, c'est quand même sans précédent et on essaye de comprendre sur le vif ce que nous sommes en train de vivre un peu avec eux, de façon peut-être un peu indirecte, mais quand même avec eux. Yigal Palmor, vous avez employé des termes très intéressants puisque successivement vous avez dit excitant puis inquiétant. Alors, je voudrais savoir, pour Israël aujourd'hui, le printemps arabe, c'est un symbole d'espoir ou c'est un symbole de crainte au moment où nous parlons et d'inquiétude? Les choses ne sont pas aussi tranchées, aussi nettement tranchées. C'est cela et ceci et cela et tout à la fois, ensemble. C'est excitant et c'est inquiétant. C'est un symbole d'espoir, mais c'est aussi des possibilités un peu plus obscures qui s'ouvrent. Tout est possible en ce moment. La révolution est en train de se faire. Vous savez, quand on est en train de la vivre, on ne sait pas où elle peut mener, ni à court terme, mais encore moins à long terme. Donc c'est un symbole d'espoir, oui, à long terme certainement, puisqu'il y a une volonté, on le sent, une volonté de démocratie, d'ouverture, de liberté. Tout cela est formidable et on ne peut qu'encourager cet enthousiasme et cette volonté de tout faire pour y parvenir. D'ailleurs, l'été dernier, lorsque des Israéliens sont descendus dans la rue par centaines de milliers pour protester contre l'ordre social et financier, etc., ils ont, dans certaines villes, levé des pancartes qui encourageaient ou qui prenaient exemple sur ce qui se passait sur la place Tahrir. Et donc, on voit que les choses ne passent pas inaperçues, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, on entend des discours qui sont effectivement inquiétants. On voit des candidats qui gagnent, qui ne tiennent pas le discours le plus rassurant pour Israël. Vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, on se pose des questions. On se pose des questions. En même temps, on n'a pas vraiment de point de contact avec ceux qui font la politique en ce moment en Tunisie, en Égypte, certainement pas en Libye et encore moins en Syrie. Mais je vous interromps, Yigal Palmor, parce que, pardonnez-moi, je vous interromps. Vous avez zéro contact actuellement avec vos voisins directs. Écoutez, ça dépend du pays, mais avec certains pays, c'est zéro contact. Avec certains pays avec lesquels nous avions des contacts, aujourd'hui, c'est zéro, totalement. Avec d'autres, je ne dirais pas que c'est zéro, mais c'est réduit à un niveau symbolique. Et avec d'autres encore, il y a des contacts qui se maintiennent. Donc, avec la Libye, on comprend, mais je vais vous poser la question clairement. Êtes-vous en contact direct ou non avec les autorités égyptiennes et les autorités tunisienne? Alors, vous m'avez posé une question directe, je vais vous répondre très directement. Avec la Tunisie, c'est zéro contact. Malheureusement, je dois bien le dire. Quand il y avait des contacts, j'étais personnellement là pour les gérer et voilà, il y avait un espoir. Maintenant, c'est zéro contact. Avec l'Égypte, en revanche, nous avons une ambassade, nous avons des contacts. Ils ne sont pas évidemment avec tous les secteurs de la société, vous vous en doutez bien. Mais nous avons des contacts, parfois discrets, parfois officiels. Ils existent.
nous remarquons quand même qu'un contact avec Israël aujourd'hui est quelque chose que beaucoup d'Égyptiens voudraient esquiver, même s'ils n'en pensent pas moins. Et j'en prends pour témoin notre page Facebook en arabe, sur laquelle nous avons déjà passé les 100 000 amis qui nous parlent directement depuis l'Égypte, depuis le Maroc, depuis l'Arabie saoudite. Et là, nous entendons des choses qu'on n'entend pas forcément ouvertement dans les rues du Caire ou dans les rues d'autres pays. Je reviens juste sur la situation avec la Tunisie. Vous pensez que c'est le mouvement Ennahda qui souhaite, si ce n'est rompre, mais en tout cas pour l'instant ne pas discuter directement avec Israël et ses diplomates ? En tout cas, jusqu'à présent, ils nous tournent le dos, donc on ne va pas leur forcer la main quand même. On est là, notre main est tendue, nous avons fait passer des messages de bonne volonté. S'ils préfèrent faire la sourde oreille, eh bien, ça sera comme ça. Ce que je remarque en tout cas dans vos premières réponses, et c'est tout à fait intéressant, c'est que visiblement, en tout cas, l'État d'Israël va devoir au minimum rebattre les cartes et reconsidérer ses rapports avec ses voisins. Oui, dans un certain sens, même si certains ont pris le chemin vers la démocratie, vers plus de liberté de parole et donc normalement vers une relation peut-être plus normalisée, si j'ose le mot, avec Israël. Il est évident qu'à court terme, lorsque tout est en train de se faire, il y a quand même une certaine intimidation qui s'opère dans les secteurs de la nouvelle politique contre tous ceux qui souhaiteraient avoir un contact quelconque avec Israël, que ce soit un contact professionnel, politique ou autre. C'est une réalité, il faut bien le constater, c'est fort dommage, mais nous savons qu'il y a beaucoup d'individus, de mouvements qui souhaitent avoir des contacts avec Israël, ce qui ne signifie pas qu'ils ne se sont pas solidaires avec les Palestiniens, d'autre part, bien entendu. Mais cela n'empêcherait pas des contacts avec Israël, qui d'ailleurs pourraient aider ces pays à jouer un véritable rôle dans la relation israélo-palestinienne. Maintenant, il faut que cela soit perçu comme légitime par ceux qui, aujourd'hui, semblent avoir le vent en poupe et qui en profitent parfois pour jouer de l'intimidation sur ceux qui pensent autrement. Alors, pour les autorités diplomatiques israéliennes, les propos qui sont prêtés au nouveau président égyptien ont-ils, oui ou non, été tenus? Je résume en une phrase, qu'on lui a prêté l'intention de vouloir obtenir un rapprochement avec l'Iran et d'envisager une révision des accords de paix avec Israël, des accords de Camp David. Quelle est votre réaction à ces propos qui lui ont été prêtés et dont je dis tout de suite qu'ils ont été depuis largement démentis par la présidence égyptienne? Oui, tout à fait. Ils ont été démentis. Quand vous dites qu'ils ont été prêtés au président Morsi, eh bien, ils ont été prêtés par une agence de presse officielle iranienne. Vous voyez où je veux en venir. Ce n'est pas vraiment une crédibilité à toute épreuve, ce genre d'interview. Maintenant, pour ma part, et je parle pour les autorités israéliennes, nous prêtons beaucoup plus de crédibilité aux démentis des autorités égyptiennes qu'à ce qui a été rapporté par cette agence de presse iranienne. Il est évident que le président Morsi voudrait rompre avec la politique de son prédécesseur, c'est tout à fait normal. De là à penser qu'il déclarera une alliance égypto-iranienne, il y a un grand écart que personne ne fait. Il y a une nouvelle politique, il y a une nouvelle perception de la relation de l'Égypte avec tous les pays de la région, c'est tout à fait évident, mais il ne faut pas croire que les raisons de la géopolitique ont fondamentalement changé. La position géopolitique de l'Égypte reste la même. Ses liens avec l'Arabie saoudite et le monde sunnite, par exemple, n'ont pas changé, loin de là. Et donc sa position par rapport à l'Iran, elle non plus n'a pas changé, même si peut-être il y a un changement de ton. En tout cas, en ce moment, il y a des lois, des règles, des impositions de la géopolitique qui, eux, n'ont pas changé. Une dernière question avant de découvrir notre premier reportage et de donner bien entendu la parole à nos autres invités. Là, très simplement, connaissez-vous Mohamed Morsi ? Eh bien non. Non, c'est-à-dire, on l'a découvert avec sa candidature, bien entendu. On a lu ce qu'on a pu lire, on a parlé à ceux qui le connaissaient un peu mieux, mais le connaît-on au-delà de cela? Non, il n'y a jamais eu de rencontre ou de contact. Donc, c'est quelqu'un qu'il va falloir apprendre à connaître. Mais l'État hébreu a des contacts avec les frères musulmans?
Nous avons dit et répété en Égypte et parfois aussi depuis Israël, depuis Jérusalem, que nous serons prêts à parler avec quiconque voudrait bien nous parler. En Égypte comme dans les autres pays arabes, ce défi n'a pas été relevé jusqu'à présent par les frères musulmans. C'est intéressant ce que nous dit le porte-parole israélien du ministère israélien des Affaires étrangères, parce qu'on peut, enfin,